Ça va toujours être quelque chose de bon. Hey, ce que je veux vous dire, là, c'est que je vais vous reparler de Kennedy parce que je l'aime. Mais il veut des réformes du système de santé, la promotion d'une alimentation saine, puis l'élimination des produits chimiques toxiques. Il préconise l'élimination progressive des substances chimiques nocives dans les aliments et l'environnement. Je l'aime énormément. C'est le genre de personne que j'aimerais qu'il vienne nous parler. Je vais travailler très, très, très fort pour que ce gars-là ait le droit de parole. Comme Maxime Bernier qui vient d'arriver. Alors, ça me fait plaisir. Monsieur Maxime Bernier ce matin, comment vas-tu, Maxime? Ça va très bien, Samuel. Merci beaucoup de l'invitation. Ben, ça fait plaisir. Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas jasé, Maxime. Je sais que tu es occupé, tu es bien occupé également. Comment ça se passe au PPC? Ça se passe bien, effectivement. Depuis qu'on s'est parlé, maintenant, on se prépare grandement pour la prochaine élection générale qui devrait avoir lieu au mois d'octobre 2025. On a à peu près, au moment où on se parle, 180 candidats de choisis. Et puis, on va travailler fort pour avoir des candidats dans chaque comté et tout le monde va pouvoir voter pour le Parti populaire. La dernière élection générale, Samuel, on avait eu à peu près 315 candidats sur 338 comtés. Mais cette fois-ci, on va avoir des candidats partout. Parfait, parce qu'au fédéral, je pense qu'à 90%, on vote pour le chef. Ça te met un peu de pression? Oui. Hello? Au fédéral, on vote. Samuel, Tu m'entends-tu bien, Maxime? Oui. Oui, Okay. je t'entends bien, vas-y. Oui, c'est ça. Au fédéral, on vote surtout pour le chef. C'est jusqu'à même 90% des gens pourraient voter pour le chef. Donc, c'est important, oui, d'avoir des candidats, même si c'est des candidats poteaux, au moins, ça permet de voter pour le parti dans chaque région. Toi, tu penses que les élections, ça sera en octobre l'année prochaine? Moi, je pensais que ça serait le 15 décembre prochain. Je pensais que ça serait cette année, mais je suis seul à penser ça. Il y a bien des gens, Samuel, qui aimeraient que l'élection soit rapide, soit tout de suite avant décembre ou bien au printemps prochain. Mais moi, je pense que c'est plutôt en octobre pour une seule raison. Suivons l'argent. Et le gouvernement Trudeau, avec l'appui du NPD, ont changé la date des élections parce que les élections devaient être la 3e semaine d'octobre en 2025. Et ils ont changé ça, reporté d'une semaine pour la dernière semaine d'octobre 2025. Pourquoi? Parce que les députés qui ont été élus en 2019, à ce moment-là, s'ils ne gagnent pas après l'élection, ils vont avoir droit à leur pension. Et il y a à peu près une trentaine de députés du Bloc québécois et aussi du NPD qui font partie de ça. Tous les députés qui ont été élus en 2019. Parce que pour avoir sa pension, il faut être élu 2 fois, donc 2019-2021, et pour un total de 6 ans. Donc, 2019 à 2025, ça va faire 6 ans. Donc, c'est pour ça, moi, je pense que ce n'est pas dans l'avantage du NPD et du chef du NPD et de plusieurs députés à la Chambre des communes d'avoir une élection avant la fin octobre 2025. C'est triste, mais c'est la réalité. Bon, on va switcher, on va aller aux États-Unis quelques instants parce que on vient d'avoir une élection qui a intéressé beaucoup de monde, beaucoup de citoyens au Canada. Il y a eu un engouement pour nos émissions qui traitaient de ça. On a vu ça aller. Qu'est-ce que tu penses du traitement médiatique qu'on a réservé à Donald Trump pendant sa campagne? Bien, pendant sa campagne, premièrement, si on regarde les médias traditionnels américains et le Parti démocrate, ce qu'on a fait, on a essayé de démoniser M. Trump. On a dit qu'il était Hitler, que si jamais il était élu, ça va être la fin de la démocratie aux États-Unis. C'était, la chef du leader du Parti démocrate, Mme Harris, a répété ça à outrance, surtout à la fin de la campagne, en disant que c'est dangereux pour la démocratie de voter pour les républicains, que M. Trump était un fasciste. Et tout ça était des mensonges, tout ça était faux. Le problème avec le Parti démocrate, c'est qu'ils n'ont pas fait de promotion de leur plateforme. Ils ont fait une campagne de dénigrement.
Et pour te dire, Samuel, comment c'était faux, le lendemain de l'élection, Mme Harris fait son discours et dit à l'ensemble du peuple américain qu'elle a perdu et qu'elle fera une transition pacifique avec M. Trump. Mais pensez à ça 2 minutes. La même dame qui a dit quelques heures avant que c'était dangereux pour la démocratie que Trump soit élu, et là, maintenant, une fois qu'il est élu, c'est pas dangereux pour la démocratie. Il n'est pas Hitler, il n'est pas fasciste, et donc, je vais lui transférer le pouvoir. C'est complètement, ça nous démontre complètement comment elle mentait au peuple américain. Elle essayait de discréditer M. Trump. Ça n'a pas marché. Et moi, je pense que les Américains ont voté républicain à cause surtout de la situation économique, de l'inflation aux États-Unis qui est très élevée comme ici au Canada. Il y a plusieurs personnes qui ont besoin d'avoir 2 emplois pour pouvoir arriver. L'économie ne va pas bien aux États-Unis malgré les chiffres officiels. Et c'est ce qui a fait. C'est le portefeuille, effectivement. C'est ce qui a fait en sorte que les gens... le vote. C'est ça. C'est ça qui arrive. Et puis, il ne fallait pas être un devin pour le découvrir, pour le savoir. On n'avait pas besoin d'analyses très poussées. C'était clair, c'était évident. Si on lisait, si on s'apercevait un peu ce qui se passait là-bas, le sujet là-bas, c'était l'accessibilité aux produits, l'inflation, le fait que les gens ne puissent pas se nourrir convenablement. Tu parles de 2 jobs. Les gens avec un seul travail n'arrivent pas, même s'il y a 2 salaires dans la famille. Le portefeuille. Est-ce que, et toi, comment tu trouves la réaction de Donald Trump par rapport aux médias, le fait de les avoir boudés et d'avoir été chez les podcasteurs et d'avoir été sur le réseau indépendant, plus autonome? Qu'est-ce que tu penses de ça? Ben, c'était une très bonne stratégie parce que les jeunes et la plupart des Américains et des Canadiens aussi perdent confiance aux médias traditionnels. Et les médias traditionnels se discréditent parce qu'ils ont répété à outrance les propos de Mme Harris sans gêne. Ils ont menti au peuple en disant que M. Trump était Hitler. Donc, les médias traditionnels sont discrédités de plus en plus. Et la meilleure façon de communiquer avec les gens, c'est par les réseaux sociaux, c'est aller voir les YouTubers, les gens comme toi qui ont des émissions sur les réseaux sociaux. Et actuellement, c'est la même stratégie que je fais. Je suis très heureux d'être avec toi aujourd'hui parce que je sais que tu rejoins plusieurs personnes. Et moi, tout comme Robert F. Kennedy, qui a été annulé par les médias traditionnels, ils n'ont pas parlé de lui, il n'a pas fait d'entrevue. Et c'est la même chose pour moi ici au Canada. Mais Robert F. Kennedy a fait beaucoup de podcasts et de YouTubers. Et c'est ce que je fais aussi. Mais ce qui était le plus drôle à voir ici au Québec, c'est les médias québécois qui ont encensé Mme Harris et discrédité Trump, tout comme les médias américains. Mais le lendemain de l'élection, c'était vraiment drôle de voir les médias essayer d'expliquer la victoire de Trump malgré le fait qu'ils ont poussé à Harris dans les médias ici. Si on regarde les sondages, la plupart des Québécois et des Canadiens étaient pro-Harris à cause de la propagande des médias. Et même nos médias ici se sont trompés. Et là, ils vont être obligés de couvrir de façon plus honnête la présidence de M. Trump. Oui, mais ils ont quand même méprisé les électeurs de Donald Trump en mentionnant que ce n'étaient pas des gens, et je n'ai pas aimé le mot, ils ont utilisé le mot sous-éduqués au lieu de dire moins scolarisés, ce qui est 2 aspects totalement différents. On peut avoir une très belle éducation sans être scolarisé à outrance. D'ailleurs, scolarisé à outrance, notre monde, c'est peut-être un problème. Et puis, les universitaires ont oublié que les gens qui payent pour les universités, ce sont souvent des plombiers, des électriciens qui paient des taxes et des impôts et qui permettent justement à des universités d'avoir des subventions. Donc, il y a eu un mépris par rapport à ça. Est-ce que les médias maintenant façonnent la pensée des gens par justement l'arrogance, le mépris et le mensonge? Ça fait longtemps que tu es en politique. Est-ce que c'était si pire que ça, v'là 20 ans, Maxime?
Bien, moi, quand j'ai fait de la politique pour la première fois en 2006, avant la politique, j'ai travaillé pendant 19 ans dans le secteur financier. Et pour la première fois, je me suis joint à M. Harper en 2006 à l'élection. Et à cette époque-là, je pourrais dire que les médias étaient plus neutres dans leur couverture politique. Mais là, depuis quelques années, les médias sont, je les appelle les médias gauchistes. La propagande, les médias sont rendus le bras de propagande du Parti libéral du Canada, ici au Canada, dans la politique fédérale. Il n'y a plus d'opposition à ce que le gouvernement fait. On pensait qu'à l'époque, il y a bien longtemps, la presse était le quatrième pouvoir. On disait qu'il y avait le pouvoir exécutif, législatif, judiciaire dans une société démocratique. Et le quatrième pouvoir, c'est la presse libre. Mais depuis que le gouvernement fédéral finance les journaux, la télévision avec ses subventions, bien la presse est moins critique des gouvernements et elle embarque dans le jeu du gouvernement de l'époque, de l'heure, pour avoir ces subventions-là. Il faut couper toutes ces subventions-là. Il faut que la presse devienne indépendante. Mais aujourd'hui, pour moi, je suis bien heureux que les médias sociaux prennent de l'ampleur, que ce soit Facebook, que ce soit YouTube, et ça m'aide en tant que politicien à rejoindre plus de gens. Et ce que j'aime, et je vais terminer là-dessus, de la plateforme de M. Trump, c'est la lutte contre la censure des grandes corporations des médias sociaux, que ce soit Google, que ce soit Facebook, que ce soit YouTube. Lorsqu'il va régler ce problème-là et réglementer contre la censure, ça va avoir un impact ici au Canada. Parce qu'il faut dire, moi, j'ai été mis à l'ombre par rapport à Facebook et à YouTube. On ne me permet pas de croître normalement avec l'algorithme. Et donc, ça risque de nous aider ici au Canada dans notre lutte pour une liberté d'expression réelle. Il y a un courant, donc, un peu plus à droite aux États-Unis, et puis on tend à l'associer beaucoup et de faire son penchant ici avec Poilièvre. Mais lorsque tu regardes le programme de Donald Trump, c'est pas Poilièvre, là. C'est pas le programme que Poilièvre présente ici. Donc, c'est encore là, c'est de la désinformation. Est-ce que tu te rapproches plus de Donald Trump que Poilièvre pourrait s'en approcher? Pourrait s'en rapprocher? Parlant de programme, comme tu viens de le dire, de programme électoral que Trump a présenté, effectivement, nous, au Parti populaire, notre programme ressemble à celui de Trump, ou je devrais dire que Trump copie notre programme parce que ça fait 6 ans qu'on dit la même chose. Exemple, la lutte contre les changements climatiques. Trump n'embarque pas là-dedans. Poilievre, oui. Poilievre nous dit qu'il va abolir la taxe sur le carbone, mais il va rester membre de l'accord de Paris et il va tout faire pour atteindre les objectifs de diminution des gaz à effet de serre. Nous et M. Trump, on n'embarque pas là-dessus, on va se retirer de l'accord de Paris. L'autre exemple, la guerre en Ukraine. J'ai été le seul politicien national à lutter contre la participation du Canada dans cette guerre-là. On a participé de façon monétaire en donnant plus de 14 milliards de dollars à l'Ukraine, un pays, une démocratie corrompue. Les médias ici au Canada essaient de nous faire croire que c'était la meilleure démocratie en Europe. Démocratie corrompue. Il faut dire aussi que l'Ukraine a fait taire l'opposition au Parlement depuis bien longtemps. Et M. Trudeau et M. Poilievre sont d'accord d'envoyer des armes, d'envoyer plus d'argent à l'Ukraine et de poursuivre cette guerre-là. Trump, tout comme nous, veut que ça cesse le plus rapidement possible. Il veut, parce qu'on sait que c'est une guerre interposée entre les Américains et les Russes. Et pour M. Trump, je ne pense pas que les Russes sont l'ennemi national des Américains. Donc, c'est 2 dossiers majeurs. La liberté d'expression, on en parle depuis longtemps, on partage le même point de vue. Et je dois rajouter aussi toute la folie trans, la folie radicale du genre. M. Trump en a parlé. Et la transition, dire qu'une petite fille peut devenir un petit gars et vice-versa, c'est complètement fou. M. Poilievre n'en parle pas, ça ne fait pas partie de sa plateforme, ce n'est pas une préoccupation pour lui, mais je peux vous dire que c'est une préoccupation pour les Canadiens et les Américains. Il y a seulement 2 sexes et il faut arrêter ça, ces folies trans dans nos écoles, l'endoctrination. Trump en a parlé.
Donc, il y a plusieurs points où, où nos politiques sont les mêmes. Et c'est pour ça que j'ai dit bien avant l'élection que je souhaitais personnellement un gouvernement républicain aux États-Unis et la victoire de M. Trump. M. Poilievre, bon, je vous ai donné quelques exemples. Ça n'a aucun. Et je vais terminer avec le meilleur exemple, l'immigration. M. Trump veut lutter contre l'immigration de masse, veut terminer le mur, veut déporter les illégaux. Pierre Poilievre ne parle pas du tout de ça. Ça ne fait pas partie de sa préoccupation. Et il est comme Trudeau. Il a fait en sorte que cette immigration de masse-là se poursuive au Canada. À chaque week-end, M. Poilievre se déguise pour faire du pandering, comme on dit en anglais, ou du racolage de vote devant ces communautés ethniques-là. Donc, il est pour l'immigration de masse. Et contrairement à nous, bien, on a une position très ferme. Il faut avoir un moratoire sur l'immigration. Il faut déporter les illégaux. Donc, notre discours est semblable à M. Trump sur l'immigration. Il y a plusieurs différences entre Trump et Pierre Poilievre. Et nous, notre plateforme sur ces points-là que j'ai énumérés, on est en ligne avec le président américain. Ben justement, on a vu l'exemple de Robert Kennedy Jr. qui s'est rallié à Donald Trump et puis qui a négocié avec lui d'avoir patte blanche, de pouvoir faire ce qu'il voulait avec, avec un dossier de santé et qui était pour le gérer. Est-ce que c'est le genre de deal qui serait possible d'envisager entre toi et Poilievre, par exemple? Est-ce que Poilievre qui t'appelle et qui dit « Je t'offre quelque chose, Maxime, et tu choisis ton sujet et tu vas avoir patte blanche, tu vas pouvoir faire tout ce que tu veux pour réaliser ton objectif. » Est-ce que ça, c'est quelque chose qui est possible? Non, ça n'arrivera pas. Premièrement, M. Poilievre, contrairement à M. Trump, il n'y a pas besoin du Parti populaire pour devenir premier ministre. Si on regarde les sondages actuellement, il est à peu près 20 points d'avance sur les libéraux. Pour avoir un gouvernement majoritaire au Canada, on a besoin d'avoir une différence d'à peu près 5 points. Il est à 20 points d'avance. Et tout comme aux États-Unis, les Canadiens, la préoccupation, c'est l'économie. Et les gens ne voteront pas pour Pierre Poilievre, ils vont voter contre Justin Trudeau. Donc, Poilievre n'a pas besoin de moi pour devenir au gouvernement, mais le plus important, c'est que ce parti-là n'est pas conservateur. Il est conservateur que de nom. Et j'ai effectivement eu un entretien avec l'ancien chef, M. Andrew Scheer, lorsque j'ai perdu la course à la chefferie, et j'ai essayé de travailler pendant 15 mois avec Andrew Scheer pour faire en sorte que la plateforme du Parti conservateur en 2019 soit une plateforme conservatrice, et ce n'était pas le cas. Donc, et ce n'est pas le même système qu'on a ici. Si je retourne avec les conservateurs, ils vont faire ce qu'ils m'ont fait. Et M. Scheer me demandait de me taire, de ne pas parler de sujets qui sont peut-être un peu controversés et d'être en ligne avec la plateforme du parti. Tandis que les républicains aux États-Unis, ils peuvent être en désaccord avec leur chef sur quelques sujets. Ils peuvent s'exprimer publiquement. D'ailleurs, c'est ce que fait M. Kennedy, il n'est pas un républicain de souche, il est un vrai démocrate. Le Parti démocrate l'a quitté avec ses politiques woke et d'extrême gauche. Et là, il est allé avec M. Trump. Ils ont négocié 3 sujets, la liberté d'expression, la fin de la guerre en Ukraine et faire des États-Unis une société plus en santé. Et ils se sont entendus, ils parlent de ces sujets-là et il peut être en désaccord sur d'autres sujets avec le président Trump. Ici au Canada, le système ne le permet pas, c'est la ligne de parti. Et donc, moi, j'ai essayé de changer le Parti conservateur, ça n'a pas fonctionné. Et la meilleure décision politique que j'ai prise dans ma carrière politique, c'est celle de créer le Parti populaire. Et non, il n'y aura pas de fusion ou il n'y aura pas d'entente. On va continuer à défendre nos idées et pousser les conservateurs dans un coin. On va être finalement la police d'assurance. Et c'est ce que je dis aux Canadiens. Vous voulez du changement? Vous allez avoir du changement. Regardez les sondages. Et maintenant, vous pouvez voter en ligne avec vos convictions. Et les élus du Parti populaire,
On va s'assurer que M. Poilievre est honnête. On va le pousser dans la bonne direction. On ne fera pas de compromis avec nos idées. Et si vous votez pour nous, ça va permettre d'élargir ce débat-là et d'avoir nos idées discutées dans l'arène politique fédérale. Et ça va commencer, Samuel, au prochain débat des chefs parce que j'y serai et on amènera nos idées et on discutera. Et ça va être très intéressant, ce débat-là. Justement, parlant d'idées, jour 1, tu es élu et tu as un gouvernement majoritaire avec ton parti. C'est quoi le premier dossier que vous gérez? Le premier dossier, c'est mettre fin à l'idéologie woke, la subvention qu'on donne à tous ces organismes qui sont là. Il y a plusieurs organismes sans but lucratif que le gouvernement fédéral finance pour promouvoir cette idéologie dans les écoles. Donc, on arrête ça tout de suite. On coupe aussi les fonds aux médias pour qu'ils deviennent indépendants. On équilibre le budget en même temps. 40 milliards de dollars de déficit. On peut équilibrer le budget en un an en coupant les dépenses folles. On baisse l'année suivante les taxes et les impôts. On change le système d'immigration pour s'assurer d'avoir un moratoire. Il y a plein de choses qu'on peut faire très rapidement et on va avoir le mandat de les faire parce que c'est des dossiers et des politiques et des idées qu'on parle depuis les 6 dernières années. Donc, on va avoir la crédibilité et de mettre ces politiques-là en branle le plus rapidement possible. Est-ce que tu serais encore d'accord d'abolir, c'est-à-dire de renoncer au point de pourcentage de la TPS et de l'accorder aux provinces afin qu'elles gèrent entièrement leur système de santé et ainsi enlever une gestion supplémentaire, un doublon, dans le fond, administratif avec le gouvernement fédéral? Est-ce que tu serais encore d'accord avec ça? Oui, absolument. Ça fait partie de notre politique et actuellement, le gouvernement fédéral reçoit de la TPS à peu près 48 milliards de dollars et c'est le même montant que le gouvernement donne aux provinces pour la santé. Bien, au lieu de le fédéral taxer les gens, reprendre cet argent-là, en gaspiller entre les deux et envoyer après ça une partie aux provinces, on leur donne la gestion de la taxe. Ils sont autonomes, indépendants. Ils lèvent l'argent nécessaire pour leur responsabilité constitutionnelle. Oui, ça fait partie de notre programme et c'est facile à faire aussi parce qu'on a juste à avoir une décision du cabinet. On n'a pas besoin de législation là-dessus pour mettre ça en branle. Maxime, lorsque vous gérez, je vais terminer avec ça, lorsque vous gérez un parti comme le vôtre, avec beaucoup de nouveaux, des gens qui vont adhérer, mais également des gens qui vont vouloir vous représenter, c'est quoi le processus, là? Quelqu'un qui nous écoute ce matin et qui dit moi, ça me rejoint, je pourrais donner du temps à un parti pour promouvoir les idées. Je reconnais que je ne serai peut-être pas élu, mais que je vais quand même pouvoir permettre de propager justement ce programme-là, d'en parler, de défendre les idées. Est-ce qu'on a besoin d'être un avocat, d'être quelqu'un de reconnu dans sa communauté, d'être le président de la Chambre de commerce? Qui recherchez-vous pour vous représenter? Non, absolument pas. On a besoin d'être un Québécois, un Canadien qui croit à nos valeurs, qui est prêt à défendre notre société, qui a lu notre plateforme. On peut aller sur le site Internet partipopulaireducanada.ca, cliquer sur plateforme. On a 20 politiques, 20 prises de position très fermes sur des sujets d'importance pour l'avenir du pays. Lisez ça si vous êtes en accord avec ça. Écrivez-nous. On a un processus. Vous allez devoir faire une entrevue. Ici au Québec, c'est notre lieutenant Daniel Brisson qui est en charge. Communiquez avec Daniel, communiquez avec le parti à info@partipopulaireducanada.ca. Vous allez avoir une entrevue. On va aussi faire quelques recherches sur vous par rapport à votre antécédent criminel ou quoi que ce soit. Des recherches normales parce que vous voulez représenter les gens de votre comté et on va vous aider. Absolument, on cherche encore des candidats pour le Québec. On a à peu près 45 candidats actuellement pour le Québec. Il faut en avoir 78. Donc, si vous êtes intéressé, allez sur notre site, écrivez-nous, parlez à Daniel Brisson et le processus va commencer et débuter très rapidement. Maxime Bernier, merci beaucoup. Bon succès. Merci Samuel. Bonne journée et à plus tard. À bientôt. À bientôt.
C'était Maxime Bernier, très content de l'avoir eu ce matin. J'espère que vous allez en parler de ce parti-là quand vous êtes entre amis, quand vous êtes avec des collègues de travail, quand vous êtes... faut en parler. C'est notre responsabilité. Vous voulez des changements, vous voulez des améliorations. Et il y en a un parti qui représente des idées que, pour beaucoup qui m'écoutent, en tout cas, vous aimez. On est 1385 ce matin, là. C'est parce que il y a des gens que ça les intéresse d'avoir ce genre de conversation-là. S'il vous plaît, parlez-en. C'est la moindre des choses qui peut arriver, c'est de parler du parti et de parler du programme. Poilievre va être élu majoritaire, ça va être le prochain premier ministre. Est-ce qu'on peut s'acheter une police d'assurance, avoir des chiens de garde? Est-ce qu'on peut se permettre ça, toute la gang ensemble? C'est tout pour aujourd'hui.